Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce supplément à l'épisode 10 de Le Nodal le podcast. Dans ce hors-série, nous allons passer un peu plus de temps qu'à l'accoutumée autour d'un sujet pour revenir sur un événement en particulier qui a pu nous marquer en termes d'identité visuelle. Ça ne vous a sûrement pas échappé, l'été 2020 nous a privés d'événements sportifs majeurs et nous vous en parlions dans l'épisode 5 de la manière dont les chaînes, notamment sportives, avaient adapté leur programmation. L'été 2021 a donc été plus que jamais attendu, avec le retour de Roland-Garros et du Tour de France à leurs dates habituelles, ainsi que la tenue de l'Euro de foot et des Jeux Olympiques de Tokyo prévus en 2020. Toujours accompagné d'Antoine de Valentin et de François Loïc. Bonjour à tous. Salut. Bonsoir. Salut. Bonjour, bonsoir. Nous allons revenir pêle-mêle sur ce qui nous a marqué cet été, et nous allons nous attarder spécifiquement sur ces derniers Jeux Olympiques, diffusés sur France Télévisions et sur Eurosport, et tout cela évidemment dans la perspective de Paris 2024. Sportivement vôtre, c'est le supplément de Le Nodal, le podcast. Alors avant de revenir sur les Jeux Olympiques de Tokyo, peut-être quelques mots du coup sur les événements sportifs qui se sont tenus avant cet été. On va parler très rapidement de l'Euro. En quelques mots, M6 a adapté son habillage en mettant le coq de l'équipe de France dans ses jingles pubs, ainsi que quelques prises de vue à la fois de l'équipe de France, mais aussi de l'équipe d'M6, les commentateurs, les animateurs de la chaîne qui prenaient leur part dans les jingles pubs. Côté TF1, l'habillage tout neuf n'a pas été modifié, mais des packshots spécifiques ont été créés, reprenant la typo et les motifs de l'habillage officiel de l'Euro. Côté jingle pub, les stades ont été énormément mis en valeur, avec un zoom et un dézoom sur l'Europe, avec les différentes villes qui ont hébergé, qui ont accueilli l'Euro de football. Du côté de beIN Sport, enfin, quelques éléments d'habillage spécifiques, et notamment des bandes promo avec les horaires des matchs, puisqu'ils avaient l'intégralité de la compétition sur leur chaîne, et ainsi que des génériques pour des émissions qui sont autour des retransmissions, qui ont été créées spécifiquement pour l'Euro, mais l'habillage de la chaîne est resté globalement inchangé, beIN diffusant en parallèle de l'Euro de football Wimbledon. Tout ça, c'est évidemment à retrouver dès maintenant dans la médiathèque. Et en face de cet Euro sur les chaînes privées, France Télévisions n'était pas en reste et a tenu à le faire savoir, Valentin. Oui, alors les compétitions se sont succédées sur les antennes du service public tout au long de l'été. Ça a commencé avec du rugby, avec les finales des coupes européennes et celles du top 14, du cyclisme aussi, avec le Critérium du Dauphiné, les championnats de France et bien sûr le Tour de France, Roland-Garros comme chaque année, et puis les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en guise de point d'orgue. Alors cette couverture importante, France Télévisions l'a présentée comme, je cite, son fantastique été de sport. Elle a présenté ce dispositif donc au cours d'une conférence de presse, c'était le 19 mai dernier, ça c'est relativement classique. Là où c'est plus original, c'est que le groupe a fait la promotion de ce dispositif à l'antenne, directement dans le générique de Roland-Garros, où les images de tennis ont été remplacées par une succession de plans qui évoquaient les 3 grands événements sportifs de l'été, à savoir Roland-Garros, le Tour de France, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors ce générique, on l'a vu sur 2 versions, une première qui n'était pas forcément aboutie dans la charte, puis ensuite on l'a vu évoluer dans celle que vous venez d'entendre et que vous avez pu voir sur la version vidéo du podcast. Alors utiliser le générique d'une émission pour promouvoir une programmation surtout classique au final pour France Télévisions les étés, c'est quand même assez rare, François Louis. Oui, c'est assez rare. D'habitude, on voit plutôt des bandes annonces, on va dire, transverses pour tout le groupe, là, en utilisant d'ailleurs le gabarit des promotions groupes. Et là, effectivement, c'est quelque chose de mémoire de Nodalien, je n'avais jamais vu. Et on sent que ça a peut-être été un petit peu décidé à la dernière minute, mais finalement, ce retour à la normale était presque l'événement en cette année 2021, suite à ce que tu disais tout à l'heure, un été 2020 très chamboulé, un Roland-Garros déplacé au mois de septembre. Il fallait absolument que chacun reprenne ses bonnes habitudes, et puis c'est une façon de capitaliser sur un événement qui fait beaucoup d'audience, c'est Roland-Garros, pour promouvoir le Tour de France derrière les JO, et rappeler que finalement tout ça aurait bien lieu comme on le connaissait dans le monde d'avant. Oui, c'est l'événement phare qui lance toujours les saisons de sport. Roland-Garros, c'est le premier qui arrive en mai. D'ailleurs, ce générique spécial, on l'a vu uniquement pour Roland-Garros. Il n'a pas été repris pour le Tour de France ni pour les Jeux Olympiques. À ton avis, Valentin, pourquoi il y a eu un si gros dispositif promotionnel ? Oui, François Loïc l'a dit, on était quand même dans une crise sanitaire qui nous a privés pendant longtemps de sport, beaucoup de compétitions qui ont été annulées
ou décalés. Et 2021, c'est un petit peu le retour à la normale. Alors on sentait qu'il y avait, je pense que France Télévisions aussi, une grosse attente de la part du public. Et on sait que le sport est rassembleur, hein. C'est peut-être un des derniers contenus qui fédère encore autant sur la télévision linéaire. Et donc, on a eu le Roland-Garros, on a eu le Tour de France sans grosse nouveauté. Roland-Garros, on a un nouveau générique aussi international, une nouvelle charte graphique qui a été lancée, vu que c'était le nouveau cycle de droit avec Amazon qui avait la diffusion du match nocturne sur le Philippe Chatrier. Tour de France, pas de nouveauté majeure à signaler, on reste sur la charte graphique habituelle du Tour et la magnifique musique. Moi je me lâche jamais la musique du Tour de France. François Loïc. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si ce générique annonciateur d'événements a été sorti aussi à l'occasion de ce Roland-Garros. C'est en effet, comme tu dis, France Télévisions qui perd une partie des droits sur l'événement sportif. Et c'est l'occasion de rappeler que la chaîne du sport, la chaîne de l'événement, ça reste quand même France Télévisions. Ça reste le groupe qui va proposer tous ces sports, là où Amazon a Roland-Garros, mais rien d'autre derrière. Ah, ils ont la Ligue 1 depuis, ils ont eu la Ligue 1, mais ils ne le savaient pas à l'époque. Mais en tout cas, ils n'ont pas le Tour de France ni les Jeux Olympiques, et donc je pense que c'est aussi peut-être quelque chose qui a décidé la direction de France Télé de rappeler ça dans le générique de Roland-Garros à cette occasion-là. C'est vrai, les Jeux Olympiques qu'ils ont encore donc en intégralité pour Tokyo 2020, c'est la dernière année où ils ont l'intégralité en clair à l'antenne, mais aussi en non linéaire sur leur plateforme France.tv. Et du coup, tout le service public était mobilisé, Valentin, sur cet événement que sont les JO de Tokyo. Oui, événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle. Ça a commencé d'ailleurs 3 mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où France Télévisions a diffusé un impressionnant teaser pour annoncer l'événement. On y voyait un sumotori qui s'essayait aux différentes disciplines olympiques, dans une esthétique qui n'était pas sans rappeler les célèbres estampes japonaises. Le Japon est prêt pour les Jeux Olympiques. France TV aussi. Alors Valentin, ce teaser, moi je le trouve magnifique, on l'a vu pas mal de fois à l'antenne, mais il a fait forte impression au-delà même de l'Hexagone. Oui, t'as pas été le seul à l'apprécier, et nous non plus d'ailleurs, parce qu'on l'a vraiment beaucoup aimé sur le Nodal. La vidéo, elle est rapidement devenue virale en fait, hein, environ 4 millions de vues sur Twitter. Même la NHK, c'est-à-dire la télévision publique japonaise, l'équivalent de France Télévisions au Japon, s'en est fait l'écho. Et le clip a été distingué en mai dernier par 4 Gold Awards au Promax Europe. Alors le Promax, c'est une compétition qui récompense notamment les meilleures créations dans le champ de l'habillage. On peut parler de véritable consécration. Ça fait penser à l'écho qui avait rencontré les marmottes, mais malheureusement le sumotori ne sera pas le successeur aux marmottes, mais ça on en parlait dans l'épisode 10, que vous avez normalement déjà entendu. Et puis on arrive le 23 juillet 2021, c'est l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et le début d'une couverture massive de la part de France Télévisions. Chaque jour, les Jeux Olympiques ont occupé une grande place sur les antennes. Des premiers directs, c'était vers minuit, jusqu'au magazine quotidien qui se terminait sur les coups de 18h. Et l'habillage, il s'est mis au diapason de ce dispositif. L'idée, c'était d'accompagner l'événement tout en le valorisant. On est sur France 2. Les jingle pubs qu'on a pu voir, c'était les jingle pubs qui sont utilisés habituellement lors des grands rendez-vous sportifs sur le service public. Des séquences fabriquées à partir d'images réelles qui illustrent les différents sports olympiques. Et ça, donc, c'est à l'image de ce qu'on a vu aussi sur le Tour de France et sur Roland-Garros, comme tu l'as dit, les événements sportifs qui sont mis en valeur comme étant les grandes images, y compris en jingle pub. On a vu une proposition totalement différente sur France 4, par contre. Oui, cette fois-ci, sur France 4, les jingle pubs étaient en dessin animé, c'est assez original. Des séquences qui jouaient davantage la référence avec la culture japonaise. Et notamment, on pouvait y voir l'Inomaru, alors j'espère que je prononce bien, c'est le fameux disque rouge du drapeau japonais. Des spots animés qui sont là en référence évidemment à tout ce que diffuse France 4 en temps habituel, tous les dessins animés en référence au soutien de France Télévisions à la création, mais aussi on avait vu principalement des sports collectifs, les sports qui étaient diffusés sur France 4. Et du coup sur France 3, par contre, pas de surprise. Oui, les inusables marmottes étaient là. Alors souvenez-vous, elles s'étaient déjà mises au sport l'an dernier, notamment en vue des Jeux. Mais en mars 2020, on apprend le report des Jeux de Tokyo d'1 an, en 2021 donc. Et elles ont finalement repris l'entraînement cette année.
Alors les Jeux Olympiques, ce sont des dizaines d'épreuves proposées chaque jour, une programmation extrêmement dense où il est parfois difficile de s'y retrouver, d'où la diffusion pendant les compétitions de bandes-annonces spéciales. L'objectif, c'est de mettre en avant les temps forts à ne pas manquer. Demain, votre journée olympique sur France Télévisions. Judo. Début du tournoi avec les moins de 60 et moins de 48 kilos. Cyclisme sur route. Top départ pour Rémi Cavagna et les Français sortis du tour. Escrime. Début des tournois dames et messieurs. Natation. Premières épreuves pour les tricolores. Et pour encore plus de contenu et d'infos, rendez-vous sur la plateforme France.tv, sur l'application France TV Sport et sur France Info. France Télévisions, diffuseur officiel de Tokyo 2020. Les plus attentifs d'entre vous auront noté le plan final de cette séquence avec la flamme olympique de Rio 2016, qui a été évidemment modifiée entre-temps. Une autre chose dont France Télévisions a beaucoup parlé, notamment dans la conférence à propos de son été sportif, c'est le plateau qui a servi de fil rouge pendant tous ces Jeux Olympiques sur France 2 et France 3. Oui, c'était un élément important, la pierre angulaire de cette couverture olympique. Le plateau avait un rôle bien précis, il servait à faire le lien entre les différentes épreuves olympiques pendant les directs, et il accueillait aussi le JO Club, ça c'était le magazine quotidien qui était diffusé en fin de journée sur France 2. Alors je vous invite à regarder la version vidéo du podcast pour voir la drôle de vision qu'ont eu les téléspectateurs, journalistes et invités réunis dans une bulle de verre comme posés au milieu de la baie de Tokyo, vue imprenable sur la capitale nippone avec son agitation de jour comme de nuit et en bonus un feu d'artifice tiré à chaque médaille française. Alors, au risque, Bastien et François-Luc, d'éteindre un peu la magie de ce dispositif, le plateau n'était pas vraiment installé au milieu de la baie de Tokyo. Il s'agissait d'un décor virtuel. Et non, je sais. Un mensonge. France Télévisions avait pris ses quartiers au Club France, à Tokyo, dans un studio de 100 mètres carrés, équipé d'un large fond vert, et on doit ce dispositif à Didier Fraisse. Alors si vous ne le connaissez pas, vous chers auditeurs, sachez que c'est un grand réalisateur de télévision. Didier Fraisse accompagne France Télévisions sur la mise en image des Jeux depuis 2008, et il a pu s'appuyer sur le savoir-faire des équipes internes de France Télévisions pour la fabrication de ce décor virtuel, un décor qui aura quand même demandé 3 ans de développement. On voit un décor qui servait aussi posé dans la baie de Tokyo de zoom et de dézoom vers les différents lieux olympiques pour pouvoir présenter les différents stades et les endroits à Tokyo où se passaient les différents jeux. La réalité virtuelle, c'est pas la première fois qu'on la retrouve sur le service public. Je sais qu'on en a vu, on en a parlé dans le podcast à propos de Stade 2 depuis 2019, qui a pris rendez-vous sur fond vert. Maintenant, c'est devenu quasiment emblématique de ce que peut proposer le service public comme plateau. En effet, on a vu dans l'épisode 10 qu'il y avait une difficulté de trouver suffisamment de place pour construire des décors. Et donc, du coup, le décor fond vert, c'est une solution de facilité quand le décor habituel est déjà pris. Je pense notamment aux dernières municipales sur France 3 qui ont élu domicile sur un décor fond vert pour ce qui est l'édition nationale, puisque le plateau habituel était utilisé pour l'édition régionale d'Île-de-France, sachant que voilà, le studio est partagé entre l'édition régionale d'un côté et l'édition nationale de l'autre. Alors ça marche bien quand les deux n'ont pas lieu au même moment, mais si les deux émissions ont lieu au même moment, c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'utilisation d'un fond vert à ce moment-là, et puis on le voit également dans Culture Box, l'émission par exemple. On l'a vu aussi par exemple dans Lumni, quand il a fallu monter une émission en toute urgence, c'est vrai qu'un fond vert est aussi pratique pour ça. Mais ils ont quand même pu changer les dispositifs et les différents décors qu'on peut y voir, Valentin. Oui, moi je vois une certaine évolution dans l'usage de la réalité virtuelle depuis que France Télévisions l'a adopté. Avant, on était sur des dispositifs plutôt réalistes. Par exemple, pour Stade 2, l'émission est immergée dans un gymnase. Aujourd'hui, on va vers des propositions un petit peu plus originales. On l'a vu pour le Tour de France, le plateau est installé dans une sorte de dirigeable qui survolait tout au long du parcours qui suivait un petit peu les cyclistes. Ça, c'était aussi pour des raisons dues à la crise sanitaire. Le plateau ne pouvait pas être installé sur le parcours du Tour de France. Et là, pour les Jeux Olympiques, on a vu cette bulle au milieu de la baie de Tokyo. Donc, on voit que France Télévisions essaye de chercher aussi des mises en scène un petit peu plus originales, voire carrément
des mises en scène qui seraient impossibles dans la réalité. Avec plus ou moins de succès, parce que je me souviens pendant le Tour de France d'un Nelson Montfort qui arrivait avec un pantalon vert et qui n'a pas vraiment compris du coup ce qui se passait. On l'a vu C'est vrai. littéralement sans pantalon. Il y avait un deuxième plateau quand même pour les JO qui est utilisé par France 4 notamment, qui était le plateau de la régie finale, que certains ont l'habitude de voir soit pendant les grèves, soit maintenant le dimanche pendant Télématin. Il a été rhabillé tout de noir, donc on n'avait plus la fausse rédaction derrière, avec les grands anneaux olympiques. C'était à la fois plus classe que le plateau pour rendre événementiel, c'était aussi un peu lugubre de fait d'avoir un plateau tout noir, et du coup ça contrastait aussi avec ce qu'on pouvait voir pour les Olympiques sur France 2 et France 3, ça contrastait aussi avec ce qu'on a pu voir pour les Jeux Paralympiques, qui avait aussi un plateau à Tokyo, mais un plateau réel avec quelques fonds verts à l'ancienne, entre guillemets, pas d'incrustation spécifique, mais juste des images de Tokyo qui étaient incrustées sur ce plateau-là. Il y a peut-être un dernier truc qu'on peut dire là-dessus, c'est le challenge technique de réaliser depuis Paris toutes les éditions qui ont été avec tout le monde à Tokyo, Valentin. Oui, alors il faut préciser que c'est pas la première fois qu'il y a réalisation à distance. En fait, à Pékin en 2008, à Londres en 2012, à Rio en 2016, c'était déjà le cas. Il y avait certains plateaux qui étaient réalisés à distance depuis Paris. Mais là, Tokyo 2020 a posé une autre difficulté technique, c'est qu'il a fallu acheminer les images du Japon, puis les truquer à Paris pour incruster le décor virtuel derrière les présentateurs et les invités, et le tout en temps réel. Donc ça a été rendu possible par la fibre optique, mais Didier Fraisse l'a confié, c'était un véritable challenge technique pour arriver à faire tout ça. Merci Valentin, merci pour ce tour des jeux sur France Télévisions. Alors de mon côté, et je sais que c'est le cas aussi pour Antoine sans trahir de secret, j'ai regardé les Jeux Olympiques sur Eurosport, et on va passer en revue ensemble ce qu'on a pu y voir. Une antenne méconnaissable et des chaînes totalement rhabillées, c'est ce qu'ont découvert les abonnés d'Eurosport le 23 juillet dernier. Du jour au lendemain, plus de traces de l'habillage intemporel de Dixon Baxi. Les deux antennes ainsi que les canaux Eurosport 360 rebrandés Eurosport 3 à 9 pour l'occasion adoptent un habillage dédié aux Jeux de Tokyo. Petit retour en arrière juste avant ça. 2017, Eurosport rachète pour l'Europe presque entière les droits des Jeux Olympiques de 2018 à 2024. On en parlait alors sur le blog. Discovery lance tambour battant une campagne de promotion et une identité olympique créée par l'agence Dixon Baxi. L'élément récurrent, un podium. Cet habillage olympique est utilisé notamment à l'heure actuelle pour les Hall of Fame, ces best-of des présentes Olympiades ou pour les programmes fournis par The Olympic Channel. Mais alors qu'on s'attendait à voir cette identité déclinée pour les JO de Pyeongchang en 2018, c'est l'agence Dixon Baxi, encore eux, qui crée cette identité dédiée à ces Jeux Olympiques d'hiver. C'est à voir sur YouTube en ce moment et à retrouver sur la page Vimeo de l'agence. Côté sonore, c'est l'agence La Plage qui réorchestre ce tube iconique de Queen, I Want It All, avec le London Symphonic Orchestra. A noter que cet habillage n'a pas été diffusé en France ni en Grande-Bretagne, puisque les droits n'étaient pas acquis dans ces deux territoires, c'était France Télévisions et la BBC qui détenaient les droits. Nous sommes de retour en 2021, Eurosport diffuse des droits des Jeux Olympiques en intégralité pour la première fois dans l'Hexagone, et le 23 juillet pour la cérémonie d'ouverture, les abonnés de la chaîne peuvent voir et écouter ça. Dans des teintes blanches et rouges, athlètes se préparent et se mettent en action autour de katakana redessinés. L'habillage est signé Movement pour la partie motion, design et identité de marque. On vous met dans la description le lien vers un showreel publié par Guillaume Mouillet, le directeur créatif chez Discovery Eurosport, et qui explique le parti pris graphique de ces jeux et l'inspiration tirée des mangas, notamment autour de la division de l'écran en cases. Pour les prises de vue réelles, c'est réalisé par Giorgia Tribbiani pour Undercover. Son nom vous dit sans doute quelque chose, c'est elle qui a réalisé les jingles de France 3 à l'antenne depuis 2020. L'habillage va plus loin que ces prises de vue.
C'est tout un système graphique qui a été conçu par Movement avec notamment une typographie créée pour l'occasion, la Neo Tokyo. Notons aussi l'utilisation des Kaomoji, ces émoticônes vus de face un peu exubérants, typiquement japonais, dans certaines bandes promo pour féliciter les médaillés. Il avait été champion d'Europe, champion du monde, il est désormais champion olympique. Bravo Steven. Quel moment pour le karaté. C'est fort, l'émotion, la joie, même vous êtes ému, je le vois. Vivez tous les moments forts, live sur l'appli Eurosport. Une des forces de cet habillage, c'est aussi une part de subtilité, rappeler le Japon sans sombrer dans les clichés. On retrouve cela ici avec ce joueur de taiko, un tambour traditionnel japonais. On le voit, on l'entend ici dans un jingle pub assez long, car c'est l'une des particularités d'Eurosport. C'est une chaîne internationale avec des décrochages pubs locaux. C'est ainsi qu'Eurosport a dû se doter par exemple d'un générique de décrochage pour recaler ses antennes. Celui-ci met en valeur les pictogrammes des sports, intégralement redessinés pour prendre l'apparence de katakana, un des syllabaires japonais. On sait que les pictogrammes, on les a vus tout à l'heure dans la bande promo sur France Télévisions, ça a été ceux des jeux qui ont été récupérés pour le groupe public et qui avaient été mis en avant aussi lors de la cérémonie d'ouverture, lors d'une séquence moi, que j'ai adorée, je pense, comme beaucoup de monde, comme beaucoup de nos auditeurs. Y a vraiment là, ils ont vraiment pris le parti pris de redessiner ça pour le refaire coller à toute la charte graphique, Valentin. Oui, mais c'est un travail digne d'une identité visuelle de Jeux Olympiques. Enfin, c'est comme si Eurosport avait fait en quelque sorte un travail de charte graphique pour les jeux en eux-mêmes. Donc c'est dire le souci du détail que je trouve qui est assez rare dans un habillage, et qui plus est un habillage événementiel. Et je trouve que ça donne beaucoup de consistance, de cohérence aussi à l'habillage d'Eurosport. Et in fine, ça lui donne énormément de valeur. Ces pictogrammes, on les a évidemment retrouvés sur la plateforme Eurosport et Eurosport Player pour se permettre de s'y retrouver tout simplement entre toutes les disciplines qui étaient diffusées aussi en direct, en OTT, comme on dit, donc sur les plateformes de distribution d'Eurosport et de Discovery. On a parlé de taiko un peu plus tôt, et justement, l'autre force de cet habillage, c'est évidemment sa bande originale. C'est cet hymne qui a été révélé progressivement à partir du mois d'avril à 100 jours des Jeux, un hymne composé par Stephen Price et enregistré à Abbey Road avec, là encore, le London Symphonic Orchestra. Ces athlètes sont sûrs d'eux. Ils n'espèrent pas. Ils agissent. Jour après jour, quel que soit leur but, être sur la ligne de départ, décrocher l'or, entrer dans l'histoire, battre les records, ou même changer le monde. Ils sont certains de réaliser leurs rêves. 100 jours avant les Jeux Olympiques 2020. Le doute n'a plus sa place. À J-100, le doute n'a plus sa place, et l'hymne essaye de reconstruire ça avec un hymne en 3 temps qui a été composé par Stephen Price. D'abord solennel pour le moment de l'annonce des Jeux, puis calme pour le moment de la préparation des athlètes, et enfin énergique pour l'euphorie des Jeux. Un morceau qui a été ensuite remixé et redécoupé par le studio français La Plage. Les percussions renforcées deviennent un élément clé de l'habillage, comme vous avez pu l'entendre dans les précédents éléments. Le tout est décliné ensuite dans les génériques des différentes retransmissions. Vous pouvez retrouver sur le site de Stephen Price l'intégralité de sa version avant les arrangements de La Plage, et sur la page Instagram de La Plage, un making-of, avec notamment une version qu'on n'a pas beaucoup entendue, c'est un extrait de la version hip-hop de cet hymne, qui a été utilisé dans le cadre de quelques bandes promo. Je suis pas le seul à l'adorer, cet hymne, rassurez-moi, Valentin, François-Loïc. Moi, je le trouve magnifique. Ça joue sur le côté grandiose, spectaculaire des Jeux Olympiques. Jeux Olympiques qui jouent souvent la référence à l'Antiquité, donc il y a aussi une grande histoire.
Voilà, mais en même temps, c'est ce qu'il faut pour un événement comme celui-là. Et je trouve que d'abord, la composition de Steven Price, puis après les arrangements de la plage qui lui donnent quand même un côté aussi tout à fait contemporain, une tonalité électronique qui sied bien à l'habillage, à la dimension graphique qu'a imaginé Movement. Franchement, ce thème, il est marquant. Je pense il va pas trop mal vieillir parce qu'il a été pensé pour différentes Olympiades et clairement, on sent qu'il y a beaucoup de soins, beaucoup de qualités qui ont été apportées à la composition. Ça va devenir un très très grand thème de sport et un grand thème de télévision, je pense. Oui, clairement, en un mot, on pourrait dire qu'il est épique, un terme que j'utilise C'est régulièrement. vrai. Mais c'est vrai, là, pour le coup, il regroupe tout ce que doit regrouper un habillage de sport et un habillage d'un événement. C'est-à-dire le côté voilà, solennel, des respirations, c'est important, du dynamisme. Donc voilà, tout ce que tu viens de dire, Valentin, je ne vais pas reparaphraser ce que tu as dit, mais clairement, voilà, il a toutes les qualités. Et donc forcément, une superbe BO. Moi, je l'écoute encore régulièrement en boucle. Ça me procure une émission rare et une énergie aussi avant des moments importants. Je m'écoute ça. Moi, j'adore. Voilà. On aurait pu parler d'évidemment plein d'autres choses encore, notamment de cette technologie du cube. On a parlé de fond vert juste avant. Le cube, c'est les décors virtuels et notamment la téléportation des athlètes entre les différents lieux pour les différents éléments de Discovery et d'Eurosport, notamment des gens qui sont à Londres, qui ont trouvé des gens à Tokyo, ils l'ont fait aussi à Paris. C'est incroyable, on vous met un lien dans la description sur la technologie du cube. On aurait pu parler évidemment du travail de lumière et de photographie sur les bandes annonces avec les animateurs, ou encore dans le travail iconographique dans les bandes annonces avec les sportifs. Bon, celle-là, je vous la mets quand même, parce qu'il y a une autre déclinaison du sonore que j'aime beaucoup. Demain à Tokyo, les Bleus du Hand enchaînent face au Brésil. Florent Manodou et les relayeurs en finale du 4x100 mètres. Jordan Sarrou et Victor Koretsky sur l'épreuve de VTT. France-Tunisie, deuxième match pour les volleyeurs. Et Marion Brunet en sabre en individuel. Vivez tous les moments forts live sur Eurosport et l'appli Eurosport. Bref, tout ça est à redécouvrir dans la médiathèque avec une playlist dédiée à ces jeux sur France Télévisions, sur Eurosport, mais aussi sur Radio-Canada. Le lien est dans la description. Et avant de se projeter sur 2024 tous ensemble, peut-être un peu plus de prospective à plus court terme, les jeux d'hiver, ça arrive très vite. Eurosport a d'ailleurs communiqué dessus le jour même de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo. Après 2 semaines de célébration, il est temps pour moi de me retirer. Mais je reviendrai briller encore plus fort. Je suis le feu sacré, porté fièrement par les plus grands. Et ma lumière rayonne sur le monde entier. Je suis la flamme olympique. Et je continuerai d'illuminer les plus grands moments. L'hymne fonctionne super bien sur un teaser comme ça, qu'en plus, un jour de cérémonie de clôture où tout le monde se dit mince, c'est bientôt fini. Alors, en fait, la flamme olympique continue, elle arrive très bientôt, ça arrive très vite. Est-ce que, selon vous, on va avoir des choses foncièrement différentes ? Alors, je pense que pour Eurosport, l'hymne devrait rester, mais l'habillage devrait changer, puisqu'il est très marqué Tokyo. Peut-être sur France Télé, on sait que l'habillage actuel de Movement a été lancé pour les dernières Olympiades à Pyeongchang. Bah, pour le coup, sur France Télévisions, effectivement, à Pyeongchang, on avait un générique fait sur mesure pour les JO d'hiver avec différents plans qui étaient adaptés pour les différentes épreuves olympiques. Pour les JO de Tokyo, on avait un générique beaucoup plus générique, j'ai envie de dire. Enfin, on a retrouvé en fait la version multisport qui est relativement neutre, beaucoup plus abstraite sur certains plans. Donc, à mon avis, je pense qu'on va retrouver ce qu'on avait vu en 2018, mais qui sait, il y a peut-être des évolutions qui vont arriver, qui vont être apportées à l'habillage sport. Il commence à avoir 3 ans maintenant, donc ça commence à faire quelques années. On va voir ce qui se passe l'hiver prochain. Ouais, et réellement, sur France Télé, il y a le point d'orgue, on en parlera un petit peu plus tard, des Jeux Olympiques de 2024. Ça paraît dur de tenir avec l'habillage actuel jusqu'en 2024 sans aucune évolution. Donc moi, je ne pense pas qu'il y aura une grosse révolution et que ce sera gardé ça pour les Jeux Olympiques de 2024. L'intervalle reste quand même court pour relancer un habillage complet, mais peut-être des évolutions, comme tu le dis, ou comme on a pu le voir notamment avec quelques libertés qui ont été prises lorsqu'il y a eu l'habillage de Roland Garros cette année
qui a été utilisé à des fins de bande promo. Donc pourquoi pas, en effet, un habillage légèrement revu, une évolution, mais moi je crois pas non plus à la grande révolution. On sait que l'habillage a été aussi prévu pour être diffusé en 4K. On l'a notamment vu sur les canaux de test à la Tour Eiffel et à Nantes notamment pour Roland Garros. Donc c'est vrai que d'ici, on sait que la 4K devrait être la technologie qui va émerger d'ici 2024. À voir ce que ça induira en termes d'habillage derrière. Tu parlais de 2024, je parlais juste avant de la cérémonie de clôture. Ça tombe bien, nous sommes le 8 août 2021, quasiment, à peu de choses près. France Télé a récupéré les droits il y a quelques temps maintenant de ces jeux qui étaient avant exclusivement diffusés sur Discovery, comme d'ailleurs les jeux de 2022. Eurosport diffusera l'intégralité, y compris sur son site internet, tandis que France Télévisions n'aura que les droits en linéaire sur le hertzien et sur ces canaux, mais uniquement sur France 2, France 3 et France 4, qui devait être supprimé et qui sera maintenu finalement. France Télé a tenu à marquer le coup avec notamment 2 plateaux sur le Trocadéro. Un plateau pour ses journaux, pour les journaux de France 2, ainsi que pour les éditions spéciales autour de cette cérémonie de clôture. Un plateau aussi pour France Info, qui a pris place sur le parvis du Trocadéro. On sait aussi que France Télé veut lancer une chaîne olympique pour 2024. On n'a pas encore les contours du projet, mais ça devrait être une chaîne diffusée sur le numérique sur France.tv. Donc France Télévisions se prépare. Et en étant sur le Trocadéro, ils sont mis à la place où il y avait la cérémonie de passation des Jeux à Paris. On sait que pendant la cérémonie de clôture, on entend l'hymne du pays hôte, puis l'hymne du pays qui devrait recevoir en 2024. On ne va malheureusement pas diffuser d'extrait de cette magnifique Marseillaise qui a été diffusée et qui a été enregistrée par l'Orchestre National de France à l'Auditorium de Radio France le 20 juin 2021 et donc diffusée à l'occasion de cette cérémonie de clôture, pour des raisons de droit évidemment. C'est évidemment tout ça à retrouver sur YouTube. Et donc on a eu cette Marseillaise jouée par l'Orchestre National de France dans l'Auditorium de Radio France, avec notamment des musiciens au Stade de France, en plein cœur de Paris, au Musée du Louvre. Quelque chose qui a été suivi ensuite d'une vidéo réalisée par Valentin Petit pour Division. Alors on parle de Movement, on parle d'insurrection, on parle de Division, tout ça c'est la même agence, c'est le même groupe en fait, et ils ont tout ça c'est sur une œuvre originale qui s'appelle Prologue, qui a été composée par Woodkid, qui est évidemment à entendre sur toutes les plateformes de streaming, qui a été aussi enregistrée par l'Orchestre National de France et avec la maîtrise de Radio France pour le chant. Et là, on voit pareil des images magnifiques de tout Paris, des lieux où auront lieu les épreuves. On voit notamment le breakdance à la Concorde. On voit des enfants qui chantent sur le Panthéon. Les images sont sublimes avec ce VTT sur les toits du Grand Palais et des plus grands monuments de Paris. Tout ça entrecoupé de moments en direct au Trocadéro avec les athlètes médaillés français et tout le public autour, ce qui donnait des contre-champs un peu étranges entre une vidéo très rythmée et des plans sur le public en direct qui étaient peut-être un peu plus... le public n'était pas calme, mais les plans étaient plus calmes, et qui s'est terminé par le reveal d'un immense drapeau sur la Tour Eiffel. Malheureusement, c'était un reveal en 3D. On dit que le vrai drapeau aurait dû être déployé à la Tour Eiffel. C'était d'ailleurs l'occasion d'un test qui a eu lieu en mai dernier, d'un drapeau qui a été disposé sur la Tour Eiffel comme ça, sans prévenir personne. Et donc voilà, on aurait dû avoir ça. Ce grand drapeau, ceci dit, sera sûrement redistribué par des partenaires des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans des produits dérivés. Voilà, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Je vous soumets l'idée comme ça. C'est pas improbable qu'un Décathlon, par exemple, refasse des choses avec ce drapeau. Est-ce que vous, cette cérémonie-là, moi j'ai regardé devant ma télé à Paris, j'habite à Paris. Moi, je trouvais que c'était un moment de communion qui était assez fort. Alors qu'on s'apprête à recevoir les Jeux dans 3 ans. François Luc ? Oui, on sent qu'il y a une volonté réelle d'événementialiser, évidemment, à l'occasion de cette passation. On l'avait déjà vu par le passé avec un certain nombre de journées olympiques qui avaient été organisées à Paris pour justement commencer à bien fédérer à la fois les Parisiens, mais plus largement les Français autour de ces Jeux, déjà de l'obtention de ces Jeux, puis maintenant de la passation de la flamme olympique. C'était un événement qui avait déjà été retransmis à l'époque sur France Télévisions, et donc évidemment France Télévisions était de la partie pour promouvoir, teaser on va dire ces Jeux, avec en effet ces plateaux comme tu disais pour délocaliser les émissions d'information. Ça donne aussi peut-être une idée du futur plateau qui pourrait être utilisé pendant ces Jeux Olympiques au cœur de Paris, avec une vue plus que symbolique sur la Tour Eiffel. Évidemment, on ne pouvait pas faire l'impasse de la Tour Eiffel dans tel cas, même si les autres monuments n'ont pas à pâlir, puisqu'ils ont été, comme tu dis, bien mis en avant dans un certain nombre, dans les 2 vidéos que nous avons pu voir, et qui étaient en effet d'une qualité assez époustouflante. C'est vrai que ce serait étonnant qu'on retrouve un plateau en full fond vert alors que France Télévisions joue à domicile, Valentin.
Oui, sachant que les Jeux se passent en France et que France Télévisions est le diffuseur officiel des Jeux, je pense qu'à mon avis, le groupe public sera quand même bien positionné. Et on a quand même cette vue imprenable sur la Tour Eiffel depuis le Trocadéro. Donc ça va être un spot très prisé des télévisions du monde entier. Et j'espère que le groupe public saura y installer son plateau. Alors, on a vu effectivement un premier aperçu de ce que ça pourrait donner. Moi, j'espère un décor peut-être un peu plus abouti déjà, avec quelque chose qui sera peut-être un peu plus permanent que l'espèce de tente qui avait été installée avec du mobilier provisoire. Pourquoi pas aussi s'installer dans le palais de Chaillot, hein, parce que là, on était sur le parvis, mais le palais est vraiment très beau et on pourrait imaginer quelque chose de cet acabit-là. En tout cas, faut rappeler que voilà, c'est un événement historique. Voilà, ça fait 100 ans que les Jeux ne s'étaient pas réinstallés à Paris. On imagine la pression qu'il y a sur les organisateurs de Paris 2024, mais on imagine aussi la pression qu'il peut y avoir sur les diffuseurs et notamment sur France Télé. Le Palais de Chaillot, c'est là où était notamment TF1 pour la grande soirée du passage à l'an 2000. On sait que c'était un spot qui était très prisé. À voir, parce qu'il y a aussi beaucoup de diffuseurs étrangers qui risquent de vouloir chercher une place dans Paris, autour des grands monuments. Alors on sait qu'il y a pas mal de terrasses aussi autour de l'Arc de Triomphe qui sont généralement prisées pour ces moments-là. Antoine ? Ouais, c'est d'autant plus vrai que sur ces Jeux Olympiques, donc là on a vraiment une volonté des organisateurs, donc de Paris 2024, donc Tony Estanguet et tout le COJO, de faire de ces Jeux des Jeux qui se passent vraiment en ville. Donc là il est question à l'heure actuelle d'avoir une cérémonie d'ouverture éventuellement sur la Seine. C'est ce qui est en discussion actuellement. On ne sait pas si ce sera vraiment ça, parce qu'il y a des grosses questions de sécurité qui se posent. Donc ça sera peut-être d'autant plus vrai, c'est cette volonté des chaînes de télé de venir s'installer au centre de Paris, là où va se passer finalement le gros des Jeux, en sachant que le centre des médias, visiblement, il risque d'être au Bourget, ce qui est peut-être un peu moins vendeur en termes d'image. Qui est un peu moins accessible aussi. On risque de potentiellement voir des beaux sites de transport. Ça, les Parisiens les connaissent. Un mot peut-être aussi sur les Jeux paralympiques qui vont se tenir juste après les Jeux olympiques. On sait qu'il y a une volonté pour Paris 2024 de fusionner, de faire un seul grand événement. Un mot sur la vidéo qui a été diffusée pendant la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Tokyo, avec cette chorégraphie de Sadek Waf, avec toujours sur la musique de prologue de Woodkid. C'est quelque chose, si vous ne l'avez pas vu passer, n'hésitez surtout pas à aller voir ça, parce que c'est là aussi magnifique. Un dernier mot peut-être sur ce que compte faire OBS. Alors OBS, c'est les diffuseurs officiel des Jeux Olympiques. On a vu que pour Tokyo, ça avait quand même pas mal évolué. Ça restait globalement classique et dans la lignée des présentes Olympiades. Ça avait quand même pas mal changé en termes d'identité et en termes de modernisation de ce qu'on a pu voir. C'était pas au niveau des championnats européens dont on avait déjà un peu parlé. Valentin, toi, tu penses qu'il faut continuer cette évolution-là pour 2022 et 2024 ? Ouais, je pense même qu'il faut aller un petit peu plus loin, parce qu'en règle générale, en fait, pour les Jeux Olympiques, on a à peu près la même trame, hein, le même template. On a juste une intégration de la charte graphique des Jeux Olympiques à chaque fois. Mais globalement, l'agencement reste à peu près le même. Tu l'as dit, c'est OBS, donc c'est l'agence qui s'occupe de la diffusion des Jeux à chaque fois, donc qui est chapeauté par le CIO. On l'a dit, le COJO, Tony Estanguet parle de jeux de rupture. Enfin, on a vraiment cette volonté de faire de Paris 2024 des jeux qui seront très différents. Bah, pourquoi pas réinventer cet habillage, hein, pourquoi pas aussi imaginer de nouvelles façons de mettre en scène ces Jeux Olympiques, une nouvelle réalisation, une intégration peut-être un peu plus poussée des datas aussi. On voit que les championnats du monde d'athlétisme ont réussi à faire ce saut, avoir un habillage qui soit beaucoup plus dynamique. Je pense que le CIO et les Jeux Olympiques peuvent faire aussi ce saut-là. Un grand défi, parce que c'est trouver des synthés qui seraient cohérents sur plus d'une trentaine de sports différents, qui vont du football à l'athlétisme en passant par le surf. Donc c'est quand même un immense défi chaque Olympiade pour OBS, donc Olympic Broadcasting Service. C'est pas parce que c'est un supplément qu'on va pas passer par les pépites, quand même. Hein ? Ah oui. Parce que bon, à un moment, c'est quand même l'exercice qui nous amuse beaucoup. Et il y en a beaucoup des pépites olympiques, des pépites sportives en général. On a trouvé chacun quelques-unes, avec évidemment la pépite d'un Nodalien ou d'une Nodalienne pour compléter tout ça. On commence par la mienne ? Eh ben c'est parti. Je pouvais pas ne pas la mettre. C'était obligatoire.
Alors pour la victoire, C'est Rock Voisine. c'est Rock Voisine. Et c'est des jeux d'hiver, ça. C'est des jeux d'hiver, c'est les derniers jeux d'hiver au Canada, puisque c'est Rock Voisine. Vancouver. Hein. C'est ça, c'est les Jeux Olympiques de Vancouver. Alors un générique qui a été adapté version olympique et paralympique sur France Télé. C'était la grande époque des bandes, on voyait les bandes bleu, rouge, on voyait même la bande verte à l'époque, je crois, de France 5 qui passe dans le générique, ce qui n'a aucun sens que France 5 ne diffuse pas de sport. Mais c'était voilà, un mélange de ça, de différents sports qui s'affichaient, il y avait beaucoup d'éléments d'information, c'était 2.0 partout, et un magnifique Rock Voisine pour compléter. C'est le moment où l'habillage band commençait déjà à partir un petit peu en cacahuète, sauf erreur, sur l'habillage des sports, avec un petit peu plus de liberté. Moi, je me souviens de gros blocs de glace pour écrire, enfin des grosses lettres géantes pour écrire Vancouver. C'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut, mais de toute façon, vous le découvrez en vidéo sur la version YouTube. Mais je le trouvais assez lourd au niveau visuel. Et puis au niveau sonore, bon, un petit peu hors charte aussi. C'était des lettres avec un simili effet glace. Je me souviens aussi de France 2 qui avait tenté à l'époque de faire des jingle pubs. C'était l'époque des scènes coupées en deux qui se retrouvaient à la fin. Et ils avaient essayé de faire ça, mais avec un plan unique, ce qui fait que ça ne marchait plus du tout. Et puis c'était aussi l'époque des super jeux de mots, comme à Vancouver par exemple. Et clairement, nous n'avons même ici jamais osé faire de tels jeux de mots. Il faut quand même rappeler que ce sonore, bien qu'il soit un peu éloigné de l'habillage sonore sport de France Télévisions, il n'est pas de nulle part, parce qu'il me semble que Rock Voisine était intégré dans le dispositif de consultant de France Télévisions. Il était évidemment consultant, et pour la victoire, c'est une chanson de Rock Voisine qui date de 89 a priori, si je me plante pas. Donc ça a été réadapté ensuite pour s'intégrer à cette charte graphique et à cette charte sonore des Jeux de Vancouver en 2010 sur France Télévisions. Ah ben, je redécouvre le générique, je me souvenais pas qu'il était... En fait, finalement, la 3D est un petit peu moins lourde que ce que j'avais en mémoire. Elle est quand même bien lourde parce que tu as plein d'éléments, ça fait pchit-tchac un peu de partout. Tu romps un peu avec la solennité de ce qu'on avait pu voir pour le Tour de France notamment, qui avait déjà ces bandes-là, mais de manière beaucoup plus élégante, avec une musique au violon qui était magnifique. Magnifique. Valentin, je crois que c'est à ton tour. Eh ben c'est parti. Iconique, mythique ce générique. Je crois réentendre là encore du France Télévisions. Quand on parle de Jeux Olympiques, de toute façon... Absolument. Et là, c'était France 3, tout le sport. Eh ben oui. Tout simplement. Voilà. On m'a demandé une pépite sportive. Moi, je vous propose tout le sport, en toute modestie. Voilà, comme ça. Et pas de jaloux. Tout le sport, 1997. Alors, le sonore est déjà très marquant. Déjà, il y a un truc assez fou, c'est la synthèse de l'habillage de France 3. Qui est quand même très loin d'une thématique sportive. Enfin, c'est la chaîne de la proximité des régions. Et en même temps, ce dynamisme du sport, enfin, je trouve qu'il réussit à mixer l'identité de la chaîne avec la thématique de l'émission de manière incroyable. Et alors, regardez-le en vidéo, surtout. Parce que c'est un modèle de montage, en fait, tout simplement. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire un générique, des fois. Il suffit juste de savoir monter. Là, c'est une succession d'images sportives. Et c'est juste hyper efficace avec le titre Tout le sport qui apparaît de temps en temps, comme ça. C'est une petite pépite, hein, tout simplement. Voilà, hein, c'est une pépite. C'était un générique qui était décliné pour les différents rendez-vous sport de la 3. Je crois que les premières années où Rencontre à 15 était diffusé sur France 3, on retrouvait ce générique-là pour le magazine du golf aussi. C'était quelque chose qui avait été décliné à l'époque. Sport Dimanche aussi. Sport Dimanche aussi, ouais, c'était la grande époque des nombreux magazines sport de France 3. Antoine, est-ce que tu as une pépite à nous proposer par hasard? Bien sûr. Ah. Allez, c'est parti. On est très service public ce soir. Là, je suis en train de compter le nombre de jeux d'hiver dont on a parlé. On a parlé de 2022, on a parlé de 2018, on a parlé de 2010. Peut-être celui entre les deux qui nous manque là. Les jeux de Sochi en 2014. Tout à fait, monsieur. Tout à fait. Sochi 2014, donc Tour France Télé. On a un crédit pour la musique. Donc là, c'est un remix d'une musique de The Name qui s'appelle Neon Light. Donc un featuring avec Kaboot the Girl. Et là, c'est le remix de Nerod. J'espère ne pas écorcher. Je sais qu'ils sont pas mal sur le nodal, donc on va essayer de faire ça correctement. Voilà, Nerod en tout cas. Donc un générique que moi j'avais trouvé pas mal, hein, donc sur des images du CNOSF. Je sais qu'il n'y avait plus forcément bonne presse à l'époque, mais c'était complètement en rupture avec la musique, la charte habituelle de France Télé. Là-dessus,
j'ai vraiment bien aimé cet habillage. C'est vrai que c'était en rupture avec ce qu'on avait. C'était ce qu'on retrouvait à chaque Jeux Olympiques. On se demandait quelle allait être la nouveauté qu'elle nous proposait France Télévisions. Et là, c'était quelque chose de très électro qui dénotait pas mal. C'était quand même assez électro, déjà, le thème de base de France TV Sport. Mais là, ça l'était encore plus avec quelque chose qui dénotait totalement avec ce qu'on pouvait attendre de JO d'hiver. En fait, c'était une manière un petit peu différente de jouer avec la charte sport, c'est-à-dire qu'on retrouvait les touches de rose, mais qui étaient plus dans la mise en lumière des images. Et c'était assez malin au final parce qu'on s'éloignait pas trop de l'identité de France TV Sport et en même temps on avait une réactualisation qui était bienvenue avec des images qui étaient en plus magnifiques. Je trouve qu'elles sont le visuel par ses couleurs fait vraiment hivernal quoi. Enfin voilà, on a vraiment l'esprit des Jeux Olympiques d'hiver, donc c'était un beau générique ouais. François Louis, qu'est-ce que tu as une pépite sportive dans le coin? Mais absolument, c'est parti. France de foot. Voilà, on t'a laissé faire la fin, on avait coupé avec Antoine, évidemment, parce que sinon ça donne un indice trop important. Je chante mieux que Pascal Obispo? Mais oui. Oh là là, magnifique. J'irai pas jusque-là, mais je pense qu'on pourra publier quelques offs de ce podcast pour se rendre compte à quel point Bastien maîtrise un très bel organe. Du coup, France 2 Foot, bah oui, pourquoi France 2 Foot? Pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on se disait dans l'épisode 10, on parlait des plateaux télé, on parlait beaucoup de la mise en scène de l'extérieur, et là, c'est un petit peu un générique qu'on retrouve dans plusieurs émissions de télévision de France 2, j'ai envie de dire, puisque c'est la mise en scène du siège de France Télévisions. On le retrouve dans ce générique. On l'a retrouvé tout d'abord dans le générique de C'est au programme, sauf erreur, avec Sophie Davant qui prenait son petit scooter rose et qui allait déposer ses enfants à l'école, puis allait à France Télévisions pour rejoindre le plateau. On l'a retrouvé visuellement dans un générique d'Envoyé spécial. On l'a vu évidemment dans Toute une histoire, avec Jean-Luc Delarue aussi, où il y avait les coulisses qui étaient mises en valeur. Enfin bref, on le voit dans un certain nombre de génériques. Et là, ça n'y manquait pas. Et puis la symbolique était forte, puisque le ballon arrive dans l'atrium de France Télévisions. Et c'est l'époque où France 2 récupère... Alors, je vais peut-être dire des bêtises parce que je ne suis pas un grand spécialiste du foot et du sport même en général, mais récupère les droits de la Ligue 1 pour le magazine dominical. C'est ça. Téléfoot n'avait plus, et c'était une petite révolution, Téléfoot n'avait plus les images. Et donc du coup, France 2 lance le dimanche midi avec Denis Balbir, donc son émission donc hebdomadaire pour faire justement le bilan des différents matchs de Ligue 1, et donc c'était un événement. Le foot arrive à France Télévisions, c'était traduit aussi par le visuel, et puis finalement un visuel plutôt bien exécuté, un générique qui reste dans la tête. Après on aime ou on n'aime pas, mais bon voilà, ça a eu le mérite d'exister. C'est ça, c'était une émission qui était divisée en deux. Il y avait une partie qui avait remplacé Pascal Sevran à midi, c'était la fin de Pascal Sevran à midi, et ensuite une partie qui était après le journal de 13h. Ça a duré qu'une seule année et ça a été récupéré ensuite par Canal pour faire le mythique Canal Football Club du dimanche soir. Ces droits ont été depuis récupérés par Amazon pour le dimanche soir sport. Enfin, c'est la pépite de la Nodalienne ou du Nodalien, Antoine, qui nous a envoyé cette pépite. Un grand merci à Dorian TV. Je pense qu'on a la chaîne ou le groupe, mais il faut trouver le sport maintenant, c'est ça le truc. Alors, j'ai entendu un 6-3 qui pourrait me laisser faire penser à du tennis. Complètement. On est sur le générique de Roland Garros de 2000, si j'ai bien pris mes notes. Donc 2000, donc c'est ce que nous propose Dorian TV, qui dit qu'il aime bien le sport quand il nous a proposé cette pépite. Donc voilà, le générique de Roland Garros en 2000. C'est l'époque avec les lignes symbolisant la vitesse des sports. Et c'est vrai que c'est un générique assez mythique quand même. L'effet whoosh. Cette série de génériques de sport est quand même assez mythique et a beaucoup marqué l'habillage de France Télé. Et tu parlais, Valentin, de quelque chose qui s'intégrait dans les chartes visuelles des chaînes à l'époque. Ces génériques sport avec ces lignes de vitesse. Ceux de France 2 étaient divisés en deux à la verticale et ceux de France 3 divisés en trois à l'horizontale,
comme l'habillage de l'époque, c'est quelque chose qui permettait d'avoir à la fois une cohérence entre les habillages des deux chaînes, mais pouvoir quand même marquer le fait que c'était diffusé sur une chaîne en particulier. Même si pour ce générique de Roland Garros là que vous avez pu voir, c'est diffusé sur France 3 parce qu'on voit le sport en bleu au début, puis ensuite divisé en deux au long du générique. Comme quoi la cohérence a sauté au bout d'un moment, comme souvent malheureusement dans le générique sport de France Télévisions. On était vachement sur les prémices de l'habillage actuel, je trouve, sur l'idée de décrire le mouvement avec comme ça un peu de motion design. Alors je sais pas si on appelait ça du motion design, mais avec cette idée de mettre un peu de motion design comme ça pour décrire du mouvement, des raccords aussi d'images avec cette histoire de mouvement. C'est vraiment précurseur de ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur France Télé en termes d'habillage de sport, finalement. C'est vrai. Et on aurait pu parler d'habillage de sport, on aurait pu citer Rio 2016 aussi avec son remix. On aurait pu aussi parler de Salt Lake City en 2002. On en profite pour remercier Valentin Diaz qui a retrouvé au détour d'une cassette Betamax tout l'habillage diffusé par France Télévisions pour ces Jeux Olympiques. Et cet habillage où les athlètes jouent au curling sur un gros bloc de verre, c'est à retrouver d'ores et déjà dans la médiathèque. Merci Antoine, merci François-Luc et merci Valentin pour cet épisode et ce supplément. C'était un plaisir à enregistrer avec vous, comme d'habitude. Tout pareil, plaisir partagé. Nous de même. Et on va se remettre au sport pour courir le marathon en 2024. Mais avant ça, on va se retrouver très très vite pour un nouvel épisode de Le Nodal, le podcast. Salut. Bonsoir. Salut.